your mind, I wanna stay for you and you. Getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Leaving in a beat path, I don't like. Me and this is so this is making money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir, comme vous le savez, du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. Alors, nous sommes toujours dans la saison 11 et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Aurélie Poli qui nous vient de Lyon d'ailleurs. Bonjour Aurélie, enchantée. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Lindia, je vais très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, on continue avec nos chroniqueurs sur le plateau. Il nous vient de Biarritz, sans doute. Il s'appelle Pierre Landy, c'est notre mentor, le roi du leadership. Comment vas-tu, Pierre? Écoute, je vais très bien. Je suis effectivement sur la côte basque, sous son énorme soleil. La côte basque est connue pour son grand soleil. Pas du tout, c'est l'enfer depuis quelques jours. Mais en tout cas, je vais très bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Parfait, merci, Pierre. Et le thème de ta chronique? Eh bien, ma chère Lydia, je vais aller sur tes plates-bandes puisqu'aujourd'hui, je vais parler de l'impact de la communication non verbale dans le leadership. Waouh. Eh bien, écoute, hâte d'en savoir plus, évidemment. Et puis, elle nous vient de Paris, je le sais parce que nous étions ensemble il y a très peu de temps. Et elle s'appelle Audrey Deléris, vous la connaissez tous, c'est la chasseuse de tête que tout le monde s'arrache dans le juridique. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour Lydia, je vais très bien. Ravie de vous retrouver tous les trois et d'accueillir Aurélie aujourd'hui. Alors, le thème, Audrey, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Quel est le thème de ta chronique? Je savais que tu allais me demander, donc je suis prête pour le coup. Aujourd'hui, je vais encore vous donner des conseils côté manager pour ceux qui recrutent et je vais vous donner les 3 questions à se poser avant de recruter, en tout cas selon moi. Eh bien, alors, restez avec nous pour en savoir plus. Et tout de suite, écoutez bien, eh bien, nous allons, avec un titre formidable, Dissuasion judiciaire, l'art de sortir les armes pour mieux serrer des mains. C'est ton sujet, Aurélie, et on a évidemment très envie de te découvrir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Aurélie Poli, j'ai 42 ans, je suis avocate au barreau de Lyon et j'ai fondé il y a une dizaine d'années maintenant le cabinet Armada Avocat, qui est spécialisé en contentieux des affaires. Alors c'est comme ça qu'on appelle la matière dans laquelle j'exerce, mais moi je préfère parler de résolution intelligente de litiges commerciaux et d'utiliser les conflits comme des outils et des opportunités de levier business en essayant de les résoudre idéalement sans passer par la case tribunal. Il y a tout un programme. Alors, quel message souhaites-tu faire passer, Aurélie? Alors, c'est un message qui est assez simple, mais qui est souvent méconnu quand on a la tête dans le guidon et qu'on dirige son entreprise. C'est que le conflit n'est pas un drame et qui peut être résolu de manière extrêmement intelligente. D'abord, le conflit est quelque chose de normal et on a tendance à l'oublier quand on est dirigeant de société. Ça veut simplement dire que notre activité, elle évolue et qu'elle vit. Et en évoluant et en vivant, les conditions sont modifiées. Donc, ce qui était vrai à un moment M peut ne plus l'être à un moment M plus 1. Et soit tous les protagonistes et les partenaires, tous les acteurs du marché ont évolué dans le même sens et au même rythme, et à ce moment-là, il n'y a pas de conflit, mais c'est un monde un petit peu idéal. Soit il y a des partenaires ou des prestataires ou des associés qui n'ont pas évolué exactement dans le même sens ou au même rythme, et à ce moment-là, il y a des petits frottements qui peuvent intervenir, et c'est là que des zones de conflit peuvent apparaître. Donc on voit que c'est quelque chose de tout à fait courant et de tout à fait quotidien et d'assez inévitable aussi. Le conflit aussi, ce que je souhaite dire à nos amis dirigeants qui nous écoutent, c'est que ça n'est pas un échec.
Ce n'est pas un échec de négociation, ce n'est pas une honte, ça arrive à tout le monde, un associé qui dérape, un client qui ne paye pas ou un concurrent qui se comporte de manière déloyale. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, pas de sentiment d'échec non plus. Et conflit ne veut pas dire tribunal, ne veut pas dire procès, ne veut pas dire conflit horrible. On peut résoudre un litige intelligemment et à l'amiable à tous les stades, que ce soit au stade où les premières tensions apparaissent, c'est l'idéal, mais aussi en cours de procédure. Ça m'arrive extrêmement souvent de conclure des accords en cours de procédure. Et ça m'est même arrivé en cours de délibéré, c'est-à-dire une fois que l'instruction du dossier était terminée, que le dossier avait été plaidé devant le juge et que concrètement, il était en train de rédiger sa décision judiciaire. Donc, il n'est jamais trop tard pour conclure un accord. Il faut pas désespérer. Alors, Cette Aurélie, technique, oui. Aurélie, j'ai une question pour toi. Est-ce que moi, je t'interromps? Parce que tu dis que le conflit, c'est normal et tu as déjà commencé à expliquer pourquoi c'était normal et qu'on pouvait le comprendre. Et tu as aussi déjà commencé à parler des dirigeants et pourquoi il y en a qui réagissent si mal, en fait, quand tu parles de conflits comme ça. Et qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer? Alors justement, ils réagissent souvent mal parce qu'ils le vivent comme un échec en se disant que soit ils ont mal communiqué avec leur partenaire ou leur prestataire ou leur fournisseur, soit qu'ils n'ont pas réussi à gérer le conflit, eux, à titre commercial et que ça leur paraît tout un programme d'aller engager un avocat, etc., partir dans une procédure. Il voit aussi la procédure comme quelque chose d'irrémédiable et qui va certainement conduire à une rupture de relation. Il n'envisage pas tout de suite, immédiatement, en cas de conflit, qu'un accord amiable peut intervenir. Et ils vont avoir tendance à se dire que s'ils réagissent dans le conflit, ça va faire d'eux quelqu'un de procédurier. Par exemple, si on vous a livré 15 produits et qu'il y en a un qui est défectueux, de se dire, bon, eh ben, c'est pas trop grave, je vais pas me casser la tête pour un produit qui est défectueux avec ce fournisseur avec qui j'ai l'habitude de travailler, etc. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, la gestion de conflit, ça fait partie intégrante du leadership et c'est très important de résoudre le conflit quand il se produit parce que c'est souvent beaucoup plus cher et beaucoup plus impactant psychologiquement de laisser un conflit s'éterniser et d'essayer de supporter finalement une solution insupportable. Et alors, il y a un truc, tu parlais de leadership, auquel le conflit me fait penser. Tu peux aussi simplement avoir des gens qui, intrinsèquement, c'est mon cas, moi j'ai la force harmonie, qui sont très bons à trouver des solutions, mais qui détestent le conflit. Et en tant que leader, j'ai dû apprendre à gérer que c'était OK de rentrer en conflit avec des collaborateurs ou avec d'autres membres du comité de direction ou simplement pour des contentieux. Mais parfois, ça demande aussi un effort sur soi-même parce que par son expérience personnelle, par la personnalité qu'on a, on est complètement, on n'a pas du tout, on déteste le conflit. Donc il peut aussi y avoir ce truc qui est un peu plus dur à identifier, c'est que ça vient carrément de la personne elle-même qui peut avoir cette aversion au conflit et l'ayant moi-même, voilà, je trouvais ça intéressant. Bref, je m'écarte, je parlais leadership. Je voudrais revenir à l'interview. Euh, Tu as parlé tout à l'heure de la résolution intelligente des litiges. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, la résolution intelligente de litiges commerciaux, justement, c'est une résolution du litige qui va passer par une approche d'abord business et pas juridique. L'idée, c'est de ne pas transformer le conflit en concours d'ego ou en marathon de procédure, mais justement d'essayer au maximum de traiter le conflit pour ce qu'il est, c'est-à-dire un problème passager à résoudre. Et ça répond un tout petit peu à ton interrogation de la seconde sur les dirigeants qui détestent le conflit. On peut retrouver de l'harmonie dans la résolution du litige. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir le conflit précisément quand on a horreur de ça, mais justement un affrontement cadré va permettre de retrouver une harmonie. Alors, cette méthode intelligente de résolution des litiges, comment elle fonctionne? Je la résume en 5 étapes. La première étape, c'est d'écouter le besoin business du dirigeant. Ça, c'est très important. Le besoin business, c'est pas juridique, parce que très souvent, le dirigeant va commettre des erreurs et va mal traduire juridiquement le besoin qu'il a. Donc, c'est vraiment extrêmement pragmatique.
qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous débarrasser de cet associé, reconstituer une trésorerie, améliorer votre comptabilité, récupérer vos données? Voilà, des choses très business. Ensuite, c'est l'étape 2. On traduit ce besoin business en solution juridique. Donc là, c'est moi qui fais ce travail puisque précisément, il faut avoir les compétences juridiques pour permettre cette traduction. Et à ce moment-là, j'examine tous les outils dont je dispose pour parvenir à cette situation juridique qui est mon objectif business. Il y a toujours plusieurs chemins, il y a toujours plusieurs outils qui sont mobilisables pour parvenir à cet objectif. Ensuite, dans une troisième étape, on va choisir quels outils finalement mobiliser pour parvenir à notre objectif et quel chemin on va emprunter. Et là encore, on remet nos lunettes à double prisme juridique et business pour trancher finalement entre ces différents outils. D'abord, la lecture juridique, pragmatiquement, quelles sont nos chances de succès? Et ensuite, la lecture business, combien de temps ça va me prendre? Quel impact sur mon énergie, ma trésorerie, mes relations, ma réputation, etc. Et on va déterminer, une fois qu'on aura passé ce filtre, la meilleure solution possible pour parvenir à cet objectif juridique. On arrive ensuite à l'étape 4, qui est ma méthode signature que j'appelle la dissuasion judiciaire. À ce moment-là, on contacte la partie adverse et on lui explique, voilà les armes dont on dispose, voilà les procédures qu'on va mettre en œuvre, voilà dans quel état vous allez finir si on part au combat et qu'on saisit les tribunaux. Et à ce moment-là, je ne lui pose qu'une seule question, c'est est-ce que vous préférez discuter ou est-ce que vous préférez qu'on aille régler la difficulté devant les juridictions? C'est tout. À ce moment-là, je ne parle d'aucune modalité. En général, un dirigeant adverse va préférer discuter. Et à ce moment-là, on arrive dans la cinquième et dernière étape, qui est celle de la résolution négociée. Alors à ce moment-là, on change complètement de posture. On n'est plus ni dans l'agressivité, ni dans l'intimidation, et on est vraiment dans l'idée d'une co-construction ensemble de solutions qui conviennent à tout le monde. Alors, Aurélie, cette dissuasion judiciaire, ta signature, comme tu le dis, c'est quelque chose que tu exerces depuis toujours ou c'est quelque chose que tu as mis en place après un, je sais pas, un événement, après, euh, voilà, comment ça se passe? Comment ça s'est passé en tout cas au démarrage? Alors, c'est une excellente question. C'est quelque chose que j'ai mis en place après quelques années d'exercice. Et en fait, c'est un appel avec une consoeur en mars 2016 qui a complètement modifié ma façon d'exercer. C'était dans un contexte de conflit d'associés. On avait organisé une réunion, donc la consoeur, les deux parties et moi. Et les associés, c'était un entretien qui était extrêmement émotionnel et extrêmement éprouvant. Les associés étaient très mal. Une associée était au bord des larmes, l'autre avec la jambe qui tremblait sous le bureau. Enfin, il y avait une énorme tension. Et on sentait quand même, dans le respect des paroles, dans certains silences et dans certaines hésitations, qu'une issue restait possible. Donc, moi, j'ai appelé la consoeur quelques jours après en me disant qu'on allait essayer de construire ensemble une issue amiable à ce litige. Et je me suis heurtée à un mur absolu de la part de la consoeur qui, elle, n'a eu que les mots d'affrontement, des tribunaux, etc. à la bouche. Donc, j'ai essayé vraiment, comme je pouvais, d'insister plutôt sur les terrains d'entente, sur les points d'ancrage, etc. Ça a été un échec absolu et j'ai fini par lui hurler dessus et lui raccrocher au nez. C'est la première et la dernière fois que j'ai perdu mes nerfs dans ma carrière professionnelle. Mais en tout cas, j'ai compris à ce moment-là que ce qui me révoltait vraiment, c'était pas de perdre un dossier, mais c'était d'aller à un affrontement inutile alors qu'on aurait pu préserver la situation. Et je me suis dit que j'allais complètement changer ma façon d'exercer mon activité professionnelle et que je n'allais plus être une avocate qui nourrit le conflit, mais une avocate qui cherche à le résoudre. Que j'allais plutôt être une avocate qui cherche la stratégie la plus intelligente pour sortir d'un litige et pas la plus violente pour l'alimenter. Et j'ai décidé à ce moment-là de défendre fermement mais sans détruire et de mettre l'humain et l'efficacité avant l'agressivité. Ça a complètement transformé ma pratique puisqu'aujourd'hui, bien que exerçant en contentieux des affaires, j'ai 90% de mes dossiers qui se terminent par un accord.
Bien, félicitations, Aurélie. Je pense que beaucoup de tes consoeurs, confrères doivent t'écouter, j'espère, écouteront cette émission pour suivre cette trace. On va faire un petit break de quelques instants pour la chronique de Pierre Landy. On te retrouve évidemment juste après, Aurélie, et je vais demander à notre ingé son de lancer le jingle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'épisode 91 et l'India ne sait pas dire Pierre tout court, c'est toujours Pierre Landy. Je suis Pierre Mais Landy, je ne sais donc pas pourquoi. je ne sais En pas fait, pourquoi. Je ne sais quand pas on est pourquoi sur je ce viens de réaliser plateau, tu ça. m'impressionnes, Je ne sais Maître pas, Landy. ça c'est Audrey, mais c'est Pierre Landy. Je ne sais pas pourquoi, ça vient de m'apparaître comme une fulgurance. Bon, bref, alors l'ingénieur du son, Pierre Landy, balance son propre Mais non, jingle. C'est parti. t'étais pas obligé de dire que tu étais l'ingénieur du son, tu vois. Ça faisait Pardon. comme si on avait une Euh, équipe technique Mais très. ceux qui nous suivent depuis le début, l'India, savent parfaitement que je suis complètement usé et abusé dans cette émission. Voilà. Ça y est, il recommence. Il recommence à se Et plaindre, c'est d'ailleurs, vrai. je vais aller parler à Aurélie dès la fin Aurélie, on de a besoin de toi, on a un conflit à gérer. Non, non, c'est moi qui l'ai retenu. J'ai fait le retainer avant vous. Allez, générique, c'est parti. You do. Alors, ma chronique aujourd'hui. Donc, vous savez, on est juriste, on maîtrise les mots, on passe notre temps à écrire des clauses, des conclusions, des emails. Mais ce que j'ai appris avec le temps, eh bien, c'est que ce que vous dites n'est pas aussi important que la manière dont vous le dites. Et d'ailleurs, l'India, le sauvage, qui est avec nous, a par maintes fois évoqué ce sujet. Et il y a un professeur, Albert Merabian, qui a montré dès les années 60 que quand vos mots disent une chose, mais que votre ton et votre corps en disent une autre, là c'est Acteur Studio si vous me regardez sur YouTube, les gens se fient beaucoup plus au non-verbal. La voix, le langage corporel pèse largement plus que le contenu verbal uniquement. Donc si votre corps contredit vos mots, eh bien votre audience, elle va tendance à vouloir croire votre corps ce qu'elle voit. Donc, on va aujourd'hui plonger avec 3 tactiques dans ce langage silencieux qui souvent trahit nos intentions. Alors tout d'abord, on va parler de votre corps, ce que votre corps dit sans un mot. Imaginez-vous, vous êtes en réunion CODIR, vous donnez votre conseil juridique, vos arguments sont en béton, mais vous avez justement les bras croisés, vous regardez les notes, vous froncez les sourcils, vous grommelez. Résultat, votre audience, comme par hasard, vous fait moins confiance. Voilà. Donc, si vous voulez adopter la posture du leader, vous pensez à celui qui a inspiré cette émission, Harvey Specter, dans Suits. Vous savez, c'est le générique de l'émission. Avant même qu'il ne plaide, avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, sa manière d'entrer dans la pièce avec ses costumes magnifiques, son attitude, sa posture, il a déjà gagné la moitié de la négociation. Il ne s'excuse pas d'être là, il occupe l'espace. Et bien voilà, vous gardez une posture ouverte, bien droite, les pieds ancrés dans le sol. L'ancrage, l'Indiane sauvage, très important, l'ancrage, le point d'ancrage, c'est un signe d'autorité naturelle. Pareil, un autre exemple, lors du duel Kennedy-Nixon en 1960, le premier grand débat télévisé, eh bien, l'essence visuelle de Kennedy et la manière dont il occupait l'écran ont marqué durablement les esprits et montré à quel point la communication non verbale eh bien, compte aussi en politique. Donc, quand on vous parle, eh bien, vous regardez la personne, comme je suis en train de vous regarder dans la caméra. C'est la base de l'écoute attentive pour rassurer et inciter à tout dire, à ce que la personne à qui vous parlez eh bien, vous dise tout, ce qui est particulièrement important. Je pense qu'Aurélie sera d'accord avec moi. Lorsqu'on est avocat, on ne veut pas qu'on nous cache des choses. Donc, un regard fuyant de votre part peut signaler un manque d'engagement. Et par ailleurs, le silence, ce n'est pas un vide, c'est un moment où les émotions vont s'exprimer, notamment de votre client interne ou que vous soyez avocat à votre client. Vous allez l'utiliser pour appuyer un point ou laisser votre interlocuteur intérioriser ce que vous êtes en train de lui dire. Ça aussi, c'est une forme de pouvoir. Voilà, donc ça, c'est le premier grand bloc dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième, c'est que le non-verbal, ça peut vous aider à négocier. Le langage corporel, c'est crucial, notamment dans une négociation. Et là encore, je suis sûr qu'Aurélie sera d'accord avec moi. Quand vous voulez faire passer un message à votre contradicteur ou alors à une direction, votre direction juridique ou votre boss qui fait la sourde oreille. Pour instaurer la confiance, vous montrez votre attachement à l'autre, même par un signe de tête ou un sourire. Indiquez que vous êtes attentif.
C'est l'un des moyens les plus rapides et les plus sûrs pour instaurer la confiance. Vous pratiquez le reflet, ce qu'on appelle le miroir. Donc, quand vous discutez avec quelqu'un, vous adoptez un mode de communication gestuelle qui va être adapté. Si l'autre est détendu, détendez-vous, ne restez pas coincé comme un string. En revanche, si l'autre est sérieux, eh bien, gardez une attitude professionnelle. Attention, vous ne singez pas, vous vous accordez à l'autre. Et enfin, mon dernier point, c'est ce qu'on appelle la congruence, c'est quand le corps ne ment pas. Alors ça, c'est le niveau Jedi du leadership. C'est l'alignement parfait entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que votre corps exprime. Vos collaborateurs, on va imaginer qu'ils sont un jury d'assises. Ils vont avoir un radar inconscient pour l'inauthenticité, ou plus exactement, forgive my French, le bullshit. C'est-à-dire que si vous annoncez une mauvaise nouvelle avec un sourire forcé, façon faire passer la pilule, vous allez créer un malaise. Votre corps crie le contraire de vos mots. Un grand leader va accepter d'aligner son non-verbal sur son émotion réelle. Vous avez le droit, et même vous devez, être grave quand la situation est grave. Cette honnêteté visuelle, ça va rassurer bien plus qu'un masque de fausse sérénité, de tout va bien. Ça me fait penser à une blague que mon père adorait. C'est dans un avion et le pilote prend le microphone et dit on va se casser la gueule. Et tout le monde répond la rirette, la rirette. Eh bien, c'est ça. Voilà, ça ne sert à rien. Tout le monde se. Ça, c'est que dans les blagues. C'est véritablement votre authenticité qui fait que ça va créer l'adhésion. Donc, n'oubliez jamais, les gens ne se souviendront probablement pas de ce que vous avez dit. Enfin, j'espère que vous m'avez écouté quand même aujourd'hui, mais ils se souviendront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Et je suis sûr que dans le recrutement, c'est pareil aussi. Et le sentiment passe d'abord et surtout par le non-verbal. Donc, maîtrisez votre langage corporel si vous êtes un leader pour être encore plus efficace, parce que c'est ça ce que j'appelle le leadership invisible. Formidable, Pierre. Je valide à 100% à une chronique à écouter, à réécouter. Bravo. Et puis, ça tombe à point avec ce que nous raconte Aurélie aujourd'hui. Donc, belle transition, Pierre. Bravo, tu as bien travaillé. C'est très rare, Et notez l'épisode 91, j'ai un bon point de l'Indien le sauvage. tu vois comment il est vraiment, ouais, il est vraiment triste, notre Pierre, dans cette émission. Aurélie, on a besoin de toi. Alors, Audrey, je crois que tu avais une question pour Aurélie. Oui, j'ai une question pour toi, Aurélie. Que là, je comprends vraiment l'intérêt d'essayer de ne pas passer par le conflit et justement de les résoudre plutôt que d'aller forcément se battre contre la partie adverse. Mais j'imagine que ça doit arriver où c'est le client, c'est pas le client justement, pardon, qui veut faire la guerre entre guillemets, mais plutôt son avocat. Comment ça se passe dans ce cas-là quand c'est l'avocat adverse qui pousse en fait au conflit? Est-ce que tu as déjà vécu ça et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Oui, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois et j'ai plusieurs techniques qui permettent de désamorcer la situation. La technique numéro un, c'est ce que j'appelle l'attitude miroir, c'est-à-dire que si l'avocat arrive en face en mode intimidation dès le début de la négociation, c'est un petit peu ce que disait Pierre, on s'aligne et on lui renvoie exactement la même chose. Donc, par exemple, s'il démarre la négociation en nous disant je ne sais pas si vous comptez maintenir vos demandes délirantes en justice, mais si c'est le cas, on s'en va. Et ben de lui répondre si vous souhaitez nous proposer un montant ridicule, effectivement, c'est pas la peine de poser votre veste, on va tous perdre du temps, on va s'en arrêter là. Et ça recadre immédiatement de s'aligner sur la position de l'avocat adverse. La technique numéro 2, c'est le rappel du timing. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'intimidation, elle intervient avant la négociation, pour pousser les parties à s'asseoir à la table des négociations. Une fois qu'elles sont assises, on discute des modalités. Donc, si l'avocat adverse arrive en cherchant à nous intimider, on lui rappelle le but de la réunion en lui disant, écoutez, on est là pour discuter intelligemment et pour co-construire ensemble une solution. Donc, si votre but, c'est de nous intimider, ça ne va pas fonctionner. La technique numéro 3 que j'ai utilisée plusieurs fois, c'est de court-circuiter l'avocat. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent en réunion quand l'avocat parle beaucoup plus que son client, c'est qu'on est sur un terrain juridique souvent et que la partie adverse a peur de dire une ânerie.
Donc, elle ne dit rien et elle s'en rapporte à son avocat. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je réoriente sur la zone de génie de la partie adverse, c'est-à-dire sur le business, en disant, bon, on va arrêter de parler procédure, mise en musique, etc. Simplement au niveau business, on va essayer de trouver une solution ensemble et d'essayer de faire en sorte de décaler un petit peu les protagonistes et de faire en sorte que les clients discutent ensemble directement pour impliquer le client si je sens que c'est vraiment son avocat qui a une posture belliqueuse. La Aurélie, quatrième, Aurélie, ah, excuse-moi, oui, je t'interromps, mais j'ai je vraiment une t'en prie. question et je sais que tu dois avoir une autre technique comme je viens de t'interrompre, mais il n'y a rien qui t'interdit de parler directement au À la client. partie adverse? Alors, Ouais, à l'écrit, c'est interdit d'accord, déontologiquement si on court-circuite complètement d'accord, l'avocat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a un avocat, je ne peux pas m'adresser à lui directement en lui envoyant un courrier. Par contre, si d'accord. on est tous les quatre à la table des négociations, il n'y a rien qui m'interdit de m'adresser à lui directement en Ok, présence de son avocat. ok, ça marche, merci. Et donc, non, mais je t'en prie. Et donc, quatrième et dernière technique, ça c'est vraiment quand la situation est bloquée dans le dialogue à quatre, c'est de faire intervenir un tiers. C'est là qu'on se fait accompagner par des médiateurs et je propose cet accompagnement qui intervient aussi en justice parfois, hein. Après la signation, on a des mesures de conciliation avec des juges conciliateurs. Mais sinon, de faire intervenir un médiateur et parfois la seule présence des médiateurs suffit à débloquer une situation. Donc c'est la quatrième technique. Et si rien ne fonctionne dans ces quatre techniques, eh ben, comme dirait Virginie Despentes, on se lève et on se casse. Parce que il est absolument impossible de construire une solution ensemble, parce que pour construire une solution ensemble, il faut de l'ouverture et il faut un petit peu de vulnérabilité. Et on ne peut pas se mettre en position d'ouverture et de vulnérabilité si la partie adverse est agressive. Donc, il sera toujours temps de revenir à la table des négociations plus tard, mais ça veut dire que ce jour-là et dans cette configuration-là, c'est pas possible. Là, tu l'as déjà vécu, Aurélie? Je l'ai vécu avec la consoeur au téléphone, mais non, j'ai pas. En général, le court-circuitage de l'avocat fonctionne ou l'intervention du médiateur. Là, ça m'est jamais arrivé d'avoir la technique numéro 3 et la technique numéro 4 qui dysfonctionnent. D'accord, Et moi, j'ai d'accord. vécu par moi-même le recadrage, le rappel du timing dans une négo qui m'a concerné. C'était exactement ça. C'était exactement l'espèce d'intimidation au début et le recadrage de la réunion. Donc, ça me parle énormément, tes techniques. Mais du coup, ça me fait penser à un adage. Alors, attends, je vais essayer de pas me tromper en le disant. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cet adage et je sais que D'accord. je vais possiblement en crisper certains, mais je le trouve très contre-productif et même toxique parce qu'il laisse penser aux dirigeants qu'ils ont le choix finalement entre la peste et le choléra, c'est-à-dire qu'un arrangement est forcément médiocre et qu'un procès bon est de toute façon pire qu'un mauvais arrangement. Et ça entretient un petit peu ce qu'on disait au début sur la terreur du conflit des dirigeants, puisqu'ils se disent que quelle que soit la configuration, de toute façon, il sera impossible de sortir gagnant d'un litige, alors qu'en fait, il est évidemment possible de se servir d'un litige pour rétablir un équilibre dans les relations, pour récupérer des données, pour sécuriser sa trésorerie. Un litige peut vraiment être un outil d'opportunité. Mais cet adage, en plus, il laisse penser que le dilemme se situe souvent entre un mauvais arrangement et un bon procès, alors qu'en vérité, le dilemme se situe très souvent entre un bon arrangement et un mauvais procès. Parce qu'avec les délais judiciaires qui sont ce qu'ils sont, et avec quand même les compétences juridiques des juges du commerce qui sont assez disparates, pour pas dire aléatoires, on a un énorme aléa judiciaire et souvent la perspective du procès n'est pas très enthousiasmante pour les parties. Mais même si je reprends les termes exacts de cet adage, c'est-à-dire un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, je pense que si on redéfinit les termes, on voit tout de suite le problème. Un mauvais arrangement, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment d'humiliation persistant, c'est des concessions qu'on ne va pas assumer, c'est l'impression d'avoir été piétiné et c'est durablement une rancœur qui va empoisonner la relation. Alors qu'un bon procès, qu'est-ce que c'est?
Un bon procès, c'est une solution rapide, une solution juste, la reconnaissance de mes droits et une possibilité pour moi de sortir la tête haute d'un conflit. Alors, vous avez bien compris qu'entre un accord toxique d'un côté que je vais signer à contre-cœur et qui va durablement me laisser une impression d'humiliation et de l'autre côté un procès gagné proprement et rapidement, le choix est quand même vite fait. Donc, je crois que répéter cet adage, c'est encourager les dirigeants soit à accepter des accords qui les abîment, soit à tolérer l'intolérable finalement et à fuir le conflit, puisqu'on leur laisse croire que jamais aucune issue ne peut être la bonne. Est-ce que tu serais d'accord avec, enfin, j'ai envie de te dire, pour que ça fonctionne aussi, il faut que tout le monde ait l'impression d'avoir gagné quelque chose. C'est-à-dire qu'il Tout faut à arriver fait. à des arrangements win-win. C'est-à-dire que c'est jamais bon que quelqu'un écrase l'autre, en fait. Tout à fait. Et c'est extrêmement important de garder ça en tête. Un accord qui détruit l'autre, un accord qui lui appuie la tête sous l'eau, de toute façon ne sera pas respecté correctement, soit par la partie adverse, soit rompra la relation. Et souvent en business, c'est pas du tout ce qu'on cherche, puisque les litiges interviennent avec des clients, avec des fournisseurs, avec des anciens associés, avec des prestataires et la rupture de relation absolue ou qui laisse un goût très amer à la partie adverse n'est jamais une bonne solution. Alors Aurélie, si on comprend bien ce que tu nous racontes, toi tu dirais plutôt qu'il faut se faire accompagner dès le départ, que le dirigeant, il a aucun intérêt à essayer de se débrouiller seul. Oui, alors ça c'est très important de se faire accompagner dès le départ parce que pour bien conduire une négociation en situation de conflit, il faut être bon en contentieux, paradoxalement. C'est l'application de l'adage si tu veux la paix, prépare la guerre, mais en version business. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune visibilité sur vos risques, sur vos chances de succès et sur le véritable rapport de force judiciaire qui est en train de se produire, ça va être très difficile de résoudre le conflit intelligemment. Et il y a autre chose aussi, c'est que quand vous négociez seul, enfin quand les dirigeants négocient seuls, souvent ils se tirent une balle dans le pied. J'ai identifié au cours de ma carrière au moins 4 pièges mortels dans lesquels il est préférable de ne pas tomber et qui sont souvent les écueils que je rencontre. Le piège numéro un, c'est que vous vous fermez des options. En fait, un dirigeant, comme il ne connaît pas le droit, puisque c'est pas son métier, il va avoir tendance à se fermer des options. Soit il va laisser passer des délais de prescription, soit parce que de toute façon, à chaque fois qu'on fait une démarche ou qu'on prononce une phrase ou qu'on écrit quelque chose, ça a des conséquences juridiques. Et en ayant cherché à bien faire, en ayant fait un geste commercial, en ayant reconnu que ce qu'il avait livré, c'était pas forcément de la qualité attendue, etc. Tout ça aura des répercussions juridiques derrière et il va se fermer des options de défense dans la perspective d'un contentieux. Le piège numéro 2, c'est que les échanges du dirigeant ne sont pas confidentiels avec la partie adverse. Et ça, c'est très difficile de formuler des propositions, de prendre la température, etc., si les échanges ne sont pas confidentiels. Si vous contestez, par exemple, la qualification juridique d'un contrat en disant, vous, par exemple, vous n'êtes pas agent commercial, votre qualification n'est pas celle d'agent commercial, donc vous n'avez droit à aucune indemnité de rupture. Ben, c'est très difficile, sans confidentialité des échanges, d'aller dire, bon, mais je vous propose quand même la moitié de votre indemnité pour couper la poire en deux et essayer d'éviter un procès. Alors que les échanges entre avocats, eux, sont confidentiels, ce qui fait que vous pouvez parfaitement faire écrire officiellement par votre avocat on ne vous doit rien. Et à titre confidentiel, dans les échanges entre avocats, écoutez, si on va au contentieux, peut-être que le contrat sera qualifié d'agent co, peut-être qu'il ne sera pas qualifié d'agent co. Donc, on vous propose une solution intermédiaire qui puisse convenir à tous. Donc, la confidentialité, c'est très important. Troisième piège qui va un petit peu avec le un, c'est que vous ne connaissez pas vos droits. Et que comme vous ne connaissez pas vos droits, il y a 2 conséquences à ça. Un, vous avez tendance à penser que vous faites des efforts là où vous n'en faites pas du tout. Et qu'en fait, c'est un devoir et c'était acquis pour la partie adverse. Ou vous avez tendance à concéder à la partie adverse des choses qu'elle demande en vous disant qu'elle doit avoir raison de vous demander ça, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout dans son bon droit et c'est vous qui avez raison. Et le piège numéro 4, et que je vois dans beaucoup de dossiers, c'est que vous ne prenez pas de mesures conservatoires.
Les mesures conservatoires, il en existe beaucoup. Déjà, c'est d'émettre des réserves dès la première difficulté. Donc, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, vous avez 14 produits corrects qui ont été livrés et un défectueux. Et bien, de tout de suite rédiger un courrier en disant qu'il y a un produit qui est défectueux pour que ce soit acté quelque part. Et puis après, tout ce qui est faire effectuer des constats d'huissier, des mesures d'instruction pour arriver à justifier votre préjudice, etc., ou des saisies conservatoires. Si vous attendez trop, ces leviers disparaissent. Merci Aurélie. J'ai une question pour toi, parce que tout à l'heure, tu nous as bien évidemment parlé de conflit, donc d'agressivité, et notamment de cette fameuse fois où il y a eu quelques cris au téléphone pour le coup, mais tu nous as aussi parlé d'intimidation. Donc si on parle vraiment de posture, et comment est-ce qu'on intimide, comment on a réussi vers cette posture-là, sans être agressif? Alors ça, c'est tout un art. Et en fait, il faut montrer qu'on est préparé, qu'on est solide et qu'on est déterminé. Il y a plusieurs petites astuces, petits tips. Il y en a sur la forme et il y en a sur le fond. Sur la forme, la supériorité numérique est assez efficace. C'est-à-dire que si à la réunion de négociation, vous savez que la partie adverse vient avec son avocat et avec deux experts, euh, arriver à 4 aussi, à minima, voire à 5 ou à 6. Ça envoie tout de suite un message d'être prêt au combat, d'être prêt à la guerre, et ça ne va pas vous mettre dans une posture pendant la négociation durant laquelle vous allez avoir l'impression d'être passé au grill, à répondre tantôt à l'un, à l'autre, etc. Donc, la supériorité numérique ou à tout le moins l'égalité numérique. Deuxième point sur la forme, les bons noms, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire se faire accompagner de cabinets prestigieux. Si vous avez un expert comptable qui vous accompagne, qui vienne d'un cabinet prestigieux, un expert immobilier pour la valorisation de la même façon, c'est-à-dire pareil, ça envoie un message. Moi, je suis prêt. Si vous voulez jouer, on va jouer et j'ai les armes. Troisième petite astuce sur la forme, c'est là, je reprends complètement la chronique de notre cher Pierre, dont je ne dirai pas le nom. C'est de ne pas arriver Peut les le bras faire. croisés, la bouche serrée et surtout le regard fuyant. Je reprends. Alors le regard fuyant, ça c'est catastrophique pour une négociation. Il faut plutôt avoir une posture ouverte mais ferme, un regard droit et une voix qui soit posée et assurée. Ça c'est sur la forme. Et puis sur le fond, il va falloir, encore une fois, on en revient, être bon en contentieux, c'est-à-dire ne pas dire on va vous attaquer, mais dire je dispose de 3 moyens juridiques, je vais initier telle procédure, ça va vous coûter tant de temps, tant d'argent, voilà l'issue probable. C'est une présentation qui est factuelle, qui est pas émotionnelle et qui est intimidante en elle-même. Et la dernière technique, sur le fond encore, c'est de rappeler à la partie adverse qu'elle a le choix, et c'est un fait, elle a le choix puisqu'on est en négociation, et c'est de lui dire, voilà, maintenant vous savez où on en est, on peut aller au tribunal, ça va vous coûter tant, ça va durer 3 ans, vous avez 60% de chances de perdre votre procès. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Soit on discute intelligemment, soit on va au procès, mais c'est vous qui choisissez. Et c'est une façon d'intimider sans être agressif. Eh bien, c'est clair, net et précis. On a tout compris. Merci beaucoup, Aurélie, parce que tu nous donnes beaucoup de choses qu'on peut utiliser aussi, nous tous, dans nos négociations, si je puis dire, sans avoir besoin peut-être parfois, que ce soit entre amis, en famille, Bien sûr. je ne sais quoi, tu vois, où là, on n'a pas besoin d'avocat, heureusement, quoique. Enfin, on va continuer, on va poursuivre puisque j'ai mon ingé son dans l'oreillette qui va lancer le jingle d'Audrey. Et on te retrouve juste après, Aurélie. Absolument, l'ingénieur son qui va sortir ses moufles et balancer le jingle d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors comme vous savez, parfois il y a des idées qui vous tombent dessus au moment le plus inattendu. Et pour cette chronique, c'est ce qui s'est passé. C'était la semaine dernière. J'étais en plein atelier de formation pour le Fleet Network, le réseau de juristes dans la tech que j'ai l'honneur d'animer et le bonheur d'avoir cofondé avec Pierre il y a 6 ans. Et la semaine dernière, donc, j'étais en plein atelier pour parler pratique de recrutement sur les écueils, sur ce qui fonctionne et surtout ce qui coince.
Et en écoutant les personnes, les juristes qui étaient présents, je me suis dit, mais en réalité, on sous-estime tellement l'impact d'une bonne fiche de poste quand on se lance un recrutement. Et c'est là que j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Parce qu'avant même de rédiger une annonce, avant même de solliciter un cabinet de recrutement ou d'activer votre réseau, à mon sens, il existe trois questions fondamentales, trois piliers, si je puis dire, que tout manager devrait se poser pour lancer un recrutement serein et efficace. Parce qu'on sait que c'est quand même un peu stressant, même quand on est manager, justement. C'est pas que les candidats qui sont stressés, donc autant que ça se passe le plus sereinement possible. Première question, c'est est-ce que le budget est validé? Alors, on pourrait croire que c'est évident, et je vous assure que pas toujours. Voilà, j'ai vu vraiment pas mal de process qui étaient vraiment menés impeccablement. Puis, à l'entretien final, j'ai des clients qui me disent, bah, en fait, les RH finalement sont pas tout à fait d'accord, donc on va arrêter le recrutement. Donc, vous imaginez la déception. Ça arrive encore, ça arrive parfois, pas tout le temps, heureusement, mais voilà, c'est le meilleur moyen de perdre du temps, de décevoir des candidats, de fragiliser aussi votre image employeur, votre image de marque. Donc, à mon sens, si vous lancez un recrutement, d'abord assurez-vous que le budget est validé. Je vois Pierre qui acquiesce pour le coup, Lydia aussi. Et tant que le budget n'est pas validé, le recrutement ne devrait pas commencer, à mon sens. Ou alors, possibilité, ce que j'ai déjà eu le cas aussi, on peut commencer une veille un petit peu en sous-marin. Ça arrive aussi que je fasse ça pour certains clients. Mais alors, si vous commencez à rencontrer des candidats, soyez transparent en disant on réfléchit à recruter, je dois encore avoir la validation de RH et ça peut se comprendre. Mais s'il vous plaît, soyez transparent là-dessus et attendez d'avoir le plus de validation possible en interne avant de vous lancer corps et âme et tout votre temps sur un recrutement. Première question, c'était ça. Deuxième question, c'est quelles vont être les missions du juriste, du fiscaliste, de la personne que vous allez recruter? Cette fameuse fiche de poste. Alors, j'en ai tellement parlé lors de cet atelier Fleet Network que j'aurais pu en fait dédier l'atelier à ça, pour le coup, parce qu'une fiche de poste, c'est vraiment votre boussole quand vous êtes manager et que vous voulez recruter. C'est elle, cette fiche de poste, qui vous donne la bonne direction, qui pose les attentes, qui évite aussi les malentendus. Les malentendus durant le recrutement, mais aussi quand la personne vous a rejoint, parce que c'est cette base sur laquelle vous vous êtes appuyé durant toute la recherche du bon candidat. Attention, cette fiche de poste, et ça j'en ai déjà parlé, c'est pas la wish list avec 12 voire 50 compétences nécessaires pour le poste, parce que ça n'existe pas. C'est pas le profil parfait et introuvable. Donc cette fiche de poste, c'est vraiment un outil opérationnel. Et pour que ce soit utile, il faut que vous posiez une question. Qu'est-ce que la personne elle va réellement faire dans votre équipe au quotidien? Donc pour ce faire, moi je vous conseille vraiment d'échanger avec votre équipe existante pour savoir qui va garder quoi et ce que fera la nouvelle personne, d'identifier aussi les manques au sein de l'équipe, d'échanger avec les opérationnels, les interlocuteurs de cette future collaboratrice ou de ce futur collaborateur, clarifier les priorités et aussi assumer de retirer ce qui est finalement pas essentiel. Et ça, je vous renvoie à ma dernière chronique. C'est OK de retirer des choses de cette fiche de poste, mais essayez justement dès le départ de ne pas être trop gourmand entre guillemets sur un profil idéal, mais plutôt justement d'identifier les 3-4 compétences clés et ce qui est vraiment important pour vous. Voilà. Et surtout, la modifiez pas en permanence, ça j'en ai parlé la fois précédente, mais je crois aussi dans d'autres chroniques parce que c'est vraiment un des trucs qui m'énerve un petit peu quand ça change tout le temps. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est quel sera le process? Qui les candidats vont-ils rencontrer? Cette troisième question, elle est essentielle parce qu'un bon recrutement, ça repose aussi sur un process simple et transparent pour vous et aussi pour les candidats. Parce que s'il y a bien une chose qui crée la confusion, c'est de rajouter un interlocuteur au dernier moment. Et ça, je le vois, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est un petit peu énervant, en fait, très honnêtement, parce que les candidats, ils s'attendent à avoir 3 entretiens, 4 entretiens, 7 entretiens si c'est déjà prévu. Mais si on leur dit, bah, en fait, vous allez aussi rencontrer Janine, pardon, j'ai dit toujours des prénoms comme ça. Janine de... J'ai absolument rien contre les Janine pour le coup, mais je n'arrive plus à poursuivre un nom, donc Janine, on va poursuivre avec ce très joli prénom, qui en fait est commercial, ou Antoine, qui est au contraire sur notre service marketing. Et puis en fait, rencontrer aussi Pierre, qui est très très bien et qui est dans notre service, et puis Lindia, et puis Aurélie, à un moment donné. Ce serait bien de pouvoir faire rencontrer tous les interlocuteurs en fait à ce futur collaborateur, mais c'est pas possible, il faut choisir et choisissez dès le départ. Ça, c'est vraiment important. Voilà, les résultats, en fait, si le process est trop long, vous perdez les candidats et même les plus engagés, et c'est tellement long qu'à la fin, ils sont plus motivés, plus intéressés, et vous alourdissez en fait inutilement le process. Donc, définissez qui va rencontrer les candidats, dans quel ordre, en combien d'étapes, et mettez-vous d'accord définitivement. Donc, un process clair, c'est professionnel, et un process stable, c'est attractif. Il faut penser à ça aussi, à l'image que vous renvoyez.
Alors, pour conclure, avant de recruter, posez-vous ces trois fameuses questions qui sont à mon sens très simples. C'est un, est-ce que vous avez le budget? Est-ce que c'est validé? Deux, savez-vous ce que la personne elle va faire? Et trois, avez-vous un process clair? Ce trio de questions, il transforme un recrutement qui peut paraître parfois un peu chaotique en un parcours fluide. C'est rassurant pour tout le monde, c'est structuré, pardon, et c'est respectueux vis-à-vis des candidats. Et une fois n'est pas coutume, parce que si vous écoutez les Club Sandwich, vous savez que j'adore finir par des citations. Et aujourd'hui, c'est aussi le cas. Cette citation, elle est de Peter Drucker. J'ai pas dit Michel Drucker, Pierre. J'ai bien dit Peter Drucker, qui est l'un des plus grands penseurs du management moderne, euh, qui a été cité comme le pape du management par le journal Les Échos. Peter Drucker, il a dit, il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. Donc, ceci étant dit, avant de vous lancer dans un recrutement, rappelez-vous, il faut savoir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et avec qui. Waouh, merci, quelle belle conclusion, Audrey, bravo. Elle dit Merci. bien les choses, Audrey. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les Et- mots, pour le dire, arrivent Oui, aisément. aisément. ah, voilà, On absolument. adore ça avec Pierre, construire nos phrases ensemble. Ah, c'est ça, on a construit tellement de choses. Mais Alors, j'adore les amis, il ton nous premier. reste. Non, ah bon, on n'a pas le droit Je voulais juste dire que j'adorais ton premier type, Audrey, sur il faut avoir un budget. Ça paraît tellement lunaire que tu donnes ce conseil numéro un, mais ça existe. Je trouve Oui, ça extraordinaire. Voilà, c'est tout. c'est J'avais du juste un petit vécu, hein, pour le Mais je coup. sais que c'est vécu et je trouve ça juste incroyable. Voilà, ça me fait rire. Bon, Lydia, à toi. Eh bien, il nous reste 6 minutes, les amis, pour poursuivre cette interview avec Aurélie. Et c'est toi, Pierre, qui va prendre la parole. Eh bien, puisqu'on parle d'arrêter bientôt l'émission, quand est-ce que, Aurélie, il faut arrêter la négociation? Alors ça, c'est la question. Et c'est aussi mon rôle en tant qu'avocat de dire à quel moment il faut savoir dire stop. Il y a plusieurs indicateurs. L'indicateur numéro un, ça va être le ratio gain-effort. C'est-à-dire que si pour gagner 20 000 euros supplémentaires, on est obligé d'investir 6 mois de procédure et 10 000 euros d'avocat supplémentaires, pas sûr que ce soit la bonne solution. Le deuxième indicateur qui est à mon sens le plus important, c'est l'état émotionnel du dirigeant. S'il dort plus, si son état de santé est impacté et si ça lui bouffe toute son énergie, même si juridiquement il pourrait aller plus loin, il faut arrêter. L'indicateur numéro 3, on en parlait avec Pierre tout à l'heure, c'est l'équilibre de l'accord. C'est-à-dire qu'un bon accord, c'est pas écraser l'autre totalement, parce qu'une partie qui se sent humiliée aura tendance soit à ne pas respecter l'accord, soit à essayer de se venger plus tard ou à vous dénigrer, etc. Il peut rien en sortir de bon. Et l'indicateur numéro 4, c'est d'essayer de trouver un accord qui permet de préserver les relations. C'est-à-dire que si vous devez continuer à travailler avec cette personne ou être dans le même microcosme, dans les mêmes incubateurs, dans les mêmes réseaux ou même avoir des amis en commun, et ben à ce moment-là, il faut garder en tête qu'il y a une victoire à payer, il y a un prix à payer pour une victoire trop écrasante. Donc, c'est mon rôle à moi aussi de vous dire, écoutez, là, on a obtenu 80% de ce qu'on voulait. Les 20% restants, on risque de tout perdre et d'y passer 2 ans. Je vous recommande de signer. Ok. Merci Aurélie. Et je vois Lydia qui du coup tient le chrono, mais j'ai une dernière question et j'adore moi poser cette question-là. Lydia, tu le sais. Elle est pour toi, cette question, Audrey. Aurélie, est-ce que tu as des conseils pratiques, des tips concrets, des choses là que nos auditeurs peuvent appliquer dès qu'ils ont fini, mais rester jusqu'au bout hein, justement pour les avoir ces tips. Et voilà, est-ce que tu as des tips, des conseils qu'on peut appliquer là tout de suite? Voilà, tout à fait. Alors, je vais vous en donner 7 qui résument un petit peu l'intervention d'aujourd'hui. D'abord, premier tips, ne négociez jamais seul. Même si votre relation est bonne avec le partenaire ou le prestataire, etc., et à la limite, surtout si elle est bonne. Le cadre juridique va vous sécuriser et vous protéger et ne va pas compromettre un arrangement amiable. Le deuxième tips, c'est d'émettre des réserves écrites dès la première difficulté. Ça, c'est très important. Le faire parcourir recommandé ou par avocat, mais pas oralement, au téléphone, etc. C'est de formaliser la discussion, ça ne bloque pas les échanges, ça vous protège. La troisième astuce, c'est de vous rappeler que les échanges entre avocats sont confidentiels et qu'il faut en profiter au maximum. Comme je l'indiquais tout à l'heure, vous pouvez tester des scénarios, formuler des propositions, prendre la température, etc.
sans aucun risque que ce soit utilisé contre vous dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire si vraiment aucun accord amiable n'est trouvé. Quatrième astuce, pensez bien à prendre des mesures conservatoires, faire réaliser des saisies, des mesures d'instruction, des saisies d'argent ou des saisies de données. Pensez bien à votre courrier de réserve. Tous ces leviers ont des dates de péremption et c'est trop bête de s'en priver et en laissant ces délais s'expirer. Cinquième astuce, montrez vos armes avant de négocier. C'est la fameuse dissuasion judiciaire qu'il faut garder en tête. Voilà ce dont on se dispose, voilà ce qui va se passer, voilà dans quel état vous allez finir. Donc, la seule et unique question, est-ce qu'on discute ou est-ce qu'on va au procès? Sixième astuce, une fois que la partie adverse accepte de s'asseoir et de négocier, changer de posture, enlever l'intimidation, enlever l'agressivité. Ça, c'était avant. Une fois qu'on négocie, on passe en mode résolution de problème et co-construction ensemble, donc ouverture. Et septième astuce, sachez dire stop. Il y a un moment où il faut impérativement savoir ranger les gants de boxe. Ne tirez pas trop sur la corde, vous risquez de tout perdre. Voilà pour les astuces. Merci Rangez Aurélie. vos gants de boxe, ça aussi, c'est une belle Aurélie, conclusion. j'avais une question parce que moi j'aurais rajouté une huitième astuce, mais je ne sais pas si tu peux en faire une règle absolue, donc je te la pose. J'aurais tendance à dire, quand la partie adverse fait la première offre financière, n'accepte jamais la première offre. Oui, c'est un adage qui fonctionne parfaitement, Pierre. Je te rejoins. T'es La d'accord? première offre n'est jamais la bonne. T'es jamais la dernière, on est d'accord. Tout à fait. On est d'accord. Ben voilà, je rajouterai le huitième, le petit conseil, au huitième. N'acceptez pas la première offre quand c'est l'adverse qui le fait. Par contre, la deuxième, réfléchissez bien avant de la refuser. Exactement. Et enfin, pour conclure, rangez vos gants de boxe. Ça, c'est pas Ah, mal. ah ouais, On ça va, range les ran- bonnes box. on va ranger nos gants de boxe aussi, nous, aujourd'hui, pour Legal Club Sandwich, puisque l'émission se termine. On est ravis, Aurélie, de t'avoir entendu. C'était très clair, cette interview, et c'était enrichi d'exemples très concrets, avec de la méthodologie, tout ce qu'on aime, des tips, beaucoup aussi. Ça, Audrey adore. Et c'est important de contenter Audrey. Voilà. Et puis beaucoup, beaucoup d'humour, et ça, on adore, parce que sinon, Pierre Landi quitte le plateau si on ne rigole pas. Donc, tu vois, voilà, on a des principes dans cette émission. En tout cas, ils ont été tous respectés aujourd'hui. Je vois que Pierre est mort de rire. Non, mais Et elle a puis, fumé sa petite fumette avant de faire l'émission. mais Elle est bien, pourquoi? elle est Mais pourquoi? détendue. Elle est Ben oui, je détendue. suis détendue. Bientôt le week-end, tout va bien. Et puis toujours, c'est toujours très agréable d'animer cette émission. Moi, je suis ravie. Et donc, eh bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Aurélie, tu seras notre auditrice la prochaine fois. Tu nous Bien sûr. écouteras. Pourras nous envoyer des petits messages. Et là, Pierre, il va dire, faut qu'elle arrête. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aurélie. Merci Et, à vous. et merci à mes deux chroniqueurs préférés, Audrey et Pierre. Sans les noms de famille, tu vois, on s'arrange tous les jours, Pierre. Oh, tu progresses. Merci infiniment, Aurélie. C'était trop sympa. Merci à vous, vraiment. Merci Aurélie. Allez, Merci à générique. tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Générique. See the money won't stay.